Donc, bonjour à tous. Oui, j'ai pas la technique. Donc, en fait, je vais vous présenter le fonctionnement de la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui est une cellule du conseil départemental, puisque depuis la loi de mars 2007, le président du conseil départemental est le chef de file de la protection de l'enfance. Et dans le cadre de cette loi, les départements ont été soumis à l'obligation de mettre en place des cellules uniques dans chaque département. Ce sont des cellules donc qui sont identifiées par les particuliers, mais surtout par les professionnels, pour recueillir les alertes concernant les mineurs. Et donc, le fait qu'elle soit unique aussi, c'est pour éviter les déperditions des différentes alertes sur un même département. Il faut que je fasse un signe. Donc, les missions de la cellule de recueil des informations préoccupantes, qu'on appelle CRIP, donc c'est de recueillir, comme je viens de le dire, toutes les alertes concernant des mineurs, d'informer les émetteurs des alertes de la prise en compte de leur alerte, et également de décider de la suite à donner et de transmettre aux services compétents pour intervenir. Donc j'y reviendrai un peu plus précisément plus tard. Et la CRIP assure aussi une mission de conseil auprès des particuliers, mais aussi et surtout auprès de professionnels qui peuvent s'interroger sur les conduites à tenir face à des éléments d'inquiétude. Là, il y a un peu de retard, donc je voulais aborder avec vous la différence entre entre une information préoccupante et signalement. Souvent, on entend parler de signalement, mais en fait, le signalement est toute alerte, toute transmission au procureur de la République. Tout d'abord, quand il y a des éléments on a connaissance d'éléments de violence à l'encontre d'un mineur. Donc, on saisit le procureur de la République, on signale au procureur de la République pour qu'il y ait une enquête pénale de diligentée. Et l'autre situation pour lesquelles on signale la situation d'un mineur, c'est quand il y a des éléments d'inquiétude sur une mise en danger imminente et grave à l'encontre du mineur et qui nécessite une décision en urgence pour protéger le mineur. L'information préoccupante, quant à elle, s'adresse au président du conseil départemental et donc à la CRIP. Donc vous avez là la définition qu'il y a dans le texte. En fait, c'est tout élément d'inquiétude sur un mineur, quel que soit le domaine de développement de l'enfant, que ce soit la santé, la moralité, l'éducation ou le contexte de vie de l'enfant qui nuit à son bon développement. Donc les différentes formes de violence qui sont répertoriées. Donc tout d'abord, on cite les violences physiques. Les violences physiques, c'est un usage intentionnel de coups sur un mineur, ou ça peut être des brûlures, mais c'est vraiment intentionnel.
Nous avons aussi les violences sexuelles, hein, c'est-à-dire confrontés à mineurs à des situations de nature sexuelle, avec ou sans contact physique. Donc j'ai une définition, il faut que je la retrouve, je suis désolée. Donc voilà, c'est alors la définition hein, qui a été émise par l'Observatoire national de l'enfance en danger. Hein. C'est la participation d'un enfant à une activité sexuelle qu'il n'est pas pleinement en mesure de comprendre, à laquelle il ne peut consentir en connaissance de cause, ou pour laquelle il n'est pas préparé du point de vue de son développement, ou encore qui transgresse les lois et les interdits de la société. Donc les enfants peuvent être victimes de violences sexuelles exercées par des adultes aussi bien que par d'autres enfants qui, du fait de leur âge ou de leur stade de développement, partagent un lien de confiance, exercent une responsabilité, détiennent une position de pouvoir envers et avec la victime. Donc en fait, pour ces deux formes de violence, hein, des révélations ou des constats amènent un signalement, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. La troisième catégorie de violence, hein, qui est bien sûr associée aux deux précédentes, hein, ce sont les violences psychologiques. Mais les violences psychologiques sont des violences difficiles à démontrer en fait. Hein. Généralement, il faut pas mal de temps. Donc, ce sont des faits de rejet de l'adulte à l'égard de l'enfant. C'est une restriction de mouvement, des propos désobligeants, des propos accusateurs, menaçants, effrayants, humiliants. Donc, voilà pour les violences psychologiques. Les négligences, hein, c'est souvent ce qu'on... voilà, c'est une violence qui est quand même relativement bien cernée par le public. Hein. C'est tout manquement, en fait, pour prendre soin de l'enfant. Hein, ça peut être au niveau de sa santé, de son alimentation, du rythme de vie, une absence de suivi dans la scolarité. Et donc voilà, j'oublie certainement, mais enfin, en fait, contrairement aux trois autres violences où l'adulte, enfin le parent commet, là, en fait, c'est une omission en fait dans les responsabilités parentales. Et enfin, et depuis plusieurs années maintenant, on a ajouté les violences conjugales. On a cru un temps que les violences conjugales, c'était entre les adultes hein, au sein du foyer et que l'enfant, il n'était pas forcément touché par ces violences-là. Maintenant, tout le monde s'accorde à dire que l'enfant, il est témoin de ces violences et en fait, il est forcément victime puisque ça crée chez lui un sentiment d'insécurité et qui ne lui permet pas de se développer de se développer sereinement. Ça crée voilà, des troubles psychiques importants pour son développement. Donc voilà pour les types de maltraitance. Voilà. Alors pourquoi informer? Donc il faut aussi qu'on se rappelle hein, qu'alerter c'est l'affaire de tous, hein, qu'on soit professionnel ou particulier. C'est l'objectif premier, c'est de protéger les enfants. Hein, c'est pas pour sanctionner des personnes, des parents qui pourraient être responsables hein, de ces violences-là. Et il faut aussi se rappeler qu'on est là pour protéger l'enfant et non pour sanctionner et faire la preuve donc de la violence, enfin du danger encouru par le mineur.
Il y a également la loi pour les faits de violence graves, qui, le code pénal, nous rappelle l'obligation que nous avons à dénoncer aussi toutes les maltraitances qui peuvent être commises à l'égard d'un mineur, sinon on tombe sous le coup donc des articles que j'ai rappelés en bas, là, 434.1 et 434.3 du code pénal. Alors la nécessité de l'information préoccupante s'impose, même si elle se heurte au respect de l'intimité des familles, puisqu'on peut avoir le sentiment aussi que on peut avoir une vision d'un fonctionnement familial, et que en face de nous on a un mineur qui évolue dans un environnement autre. Donc on peut avoir le sentiment, en alertant, d'entrer dans l'intimité des familles. Donc ça, c'est une difficulté qui peut se présenter à nous. Deuxième difficulté, c'est de faire la part entre les mauvais traitements et les accidents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on voit dans le cadre des violences physiques. C'est-à-dire qu'un enfant qui présente un hématome, les parents peuvent justifier cet hématome-là par un accident domestique assez bénin qui peut arriver fréquemment chez des enfants. C'est parfois la répétition de constats qui peuvent justifier soit un signalement, soit une information préoccupante. On peut aussi rencontrer des réticences psychologiques à admettre qu'un enfant est victime de mauvais traitements, puisque c'est un côté un peu indicible, difficile à admettre aussi qu'un enfant puisse être victime de mauvais traitements. Donc en fait, avec toutes ces réticences que l'on peut avoir, quand on est face à un enfant pour lequel on s'inquiète, un comportement d'enfant qui interroge, il convient de ne pas rester seul. Quand on travaille dans une institution, c'est d'en parler au sein de son institution, voire de prévoir des procédures pour qu'on sache, pour qu'un professionnel sache comment s'y prendre, qui rédige l'information préoccupante, qui la signe. Enfin voilà, il y a tout un process à prévoir à l'intérieur même des institutions. Et si on est seul, la CRIP est à votre disposition. Vous pouvez nous contacter par téléphone. Et on essaiera de voir ensemble si effectivement vos inquiétudes relèvent d'une information préoccupante ou pas, et la conduite à tenir. Alors, comment informer? Donc là, vous avez les coordonnées de la CRIP. Un téléphone, c'est une ligne qui est ouverte de 9h le matin à 18h le soir. On est joignable sauf le week-end. Donc nous avons également une adresse électronique générique. Donc toutes les informations préoccupantes sont lues en temps réel pour voir s'il y a urgence à intervenir ou si la prise en compte peut être différée légèrement dans le temps, en fait. C'est ça. Et il y a tout un dossier qui est sur le site du conseil départemental. Donc on vous a mis les liens. Et il y a aussi le protocole qui a été signé par le président du conseil départemental, par le parquet et par l'ordre des médecins, l'hôpital, l'éducation nationale. Il y a différents professionnels qui ont
qui ont signé ce protocole. Donc sur le site, alors on vous propose une fiche donc qui s'adresse pour les particuliers et pour les professionnels. On coche si l'on veut rester anonyme ou pas, donc sachant que l'anonymat s'adresse plutôt aux particuliers et que si la personne mentionne quand même son nom, l'anonymat ne pourra être préservé que dans le cadre administratif. C'est-à-dire que si il y a une procédure pénale et que si le document, cette fiche est transmise à l'autorité judiciaire, on ne pourra plus, on ne peut plus s'engager sur le respect de l'anonymat. Concernant les professionnels, non seulement l'anonymat reste difficile, mais c'est qu'on demande aux professionnels d'informer les parents de la transmission de l'information préoccupante à la grippe. Donc en fait, les textes sont très précis. Il y a nécessité d'informer les parents, sauf intérêt contraire de l'enfant. Donc l'intérêt contraire de l'enfant, c'est quand on a constaté des violences avérées qui peuvent donner lieu à une enquête pénale. Et auquel cas, il n'y a pas à informer les parents qui pourraient se préparer à l'enquête pénale et on pourrait aller à l'encontre de cette enquête-là. Donc sur cette diapo, vous avez le rappel du texte, donc sur la nécessité d'informer les parents, mais aussi sur l'autorisation que l'on a, la possibilité que l'on a entre professionnels d'échanger, pour les professionnels qui sont soumis au secret professionnel, on est autorisé à échanger des éléments à caractère secret s'agissant de la protection de l'enfance, mais seulement ce qui a trait à la situation du mineur. Donc ça, alors on revient au déroulé de la fiche, donc l'identification de l'enfant et des responsables légaux. Donc on est bien conscient que on ne peut pas forcément tout remplir. On ne connaît pas forcément la date de naissance du parent. Par contre, il nous faut impérativement pouvoir identifier la famille, la localiser, puisque il y a des échanges de courrier et sans pouvoir localiser la famille, on ne va pas pouvoir intervenir. Dans des situations d'urgence, il n'y a pas d'envoi de courrier. Il y a intervention au domicile dans un premier temps, mais il nous faut pour cela avoir l'adresse de la famille. Donc, sur le contenu même de l'information préoccupante, parce que quand on reçoit l'information préoccupante, très souvent nous sommes amenés à prendre contact avec la personne qui a émis l'alerte pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir des éléments de contextualisation de la situation. Est-ce que vous connaissez l'enfant depuis longtemps? Dans quel cadre vous le connaissez? Les éléments d'inquiétude, sur quoi est-ce qu'il se base? Est-ce que ce sont des observations que vous-même avez pu faire, ou est-ce que ce sont des propos qui vous ont été rapportés, ou est-ce que c'est l'enfant lui-même qui s'est confié à vous? Et ce qui est important aussi pour nous de savoir, c'est dans le cas d'une information préoccupante, quand vous informez les parents, c'est comment les parents réagissent à cette information-là. Est-ce qu'ils nient toute difficulté ou au contraire, est-ce qu'ils reconnaissent les difficultés qu'ils peuvent avoir? Est-ce qu'ils ont mis en place des soins? Tous ces éléments-là sont importants pour nous pour décider de la suite à donner.
Donc, que devient l'information préoccupante, hein, comme je vous disais, en cas de fait de nature pénale. Donc, nous-mêmes, on va transmettre au parquet. Dès lors que nous avons également des éléments sur l'éducation, nous allons demander ce qu'on appelle une évaluation et non pas une enquête, hein, qui s'adresse donc, c'est un terme réservé aux investigations des autorités judiciaires. Pour nous, ce sont donc des évaluations sociales ou médico-sociales qui sont réalisées par des travailleurs médico-sociaux, assistants sociaux ou puéricultrices quand c'est un enfant en bas âge. Donc, ce sont ça s'adresse donc à la famille. C'est pour vérifier le contexte de vie de l'enfant, le fonctionnement familial, les compétences des parents. Et l'objectif, c'est de vérifier s'il y a une situation de danger ou pas, et s'il y a lieu de mettre en place des aides. Alors, comment se déroule cette évaluation? Elle se déroule sur... alors là, je vous dresse le process hors situation d'urgence, parce que la situation d'urgence, bien évidemment, c'est beaucoup plus rapide, les interventions sont plus rapides et se déroulent un peu différemment. Bon, la situation d'urgence, ça reste pas la majorité des situations. Mais dans la plupart des situations, il y a... donc ça se déroule sur 2 à 3 mois. Il y a différents entretiens avec les parents. Donc un premier entretien où on présente un peu comment ça va se passer